Mesdames, Messieurs, bonsoir et c'est parti pour la totale du manche. Voici le sommaire. La saison des insultes dans le paysage politique sénégalais, les politiciens ont-ils la culture de l'injure? L'échange de mots grossiers entre responsables du parti au pouvoir relance le débat. Nous avons invité notre confrère du journal Libération, Gaston Mansali. Les échos de l'économie, ça donne la rubrique Coin Éco, l'industrie textile, un potentiel énorme pour développer l'Afrique. Qui parle de textile pense au coton. Le continent en compte 10 millions de producteurs et plus d'1 million de salariés. Entretien avec l'économiste Abou Khan, signé Mamadou Ndiaye. Heureusement que la culture, la bonne, bouillonne au Sénégal. L'artiste peintre Ndeysi Ganjour couche sur la toile l'histoire du Wallo. Illustration de son coup de pinceau magique, la reine Ndate Yalla Mbodja. Notre diplomate du dimanche nous attend en Côte d'Ivoire. Ainsi, nous ferons cap sur Abidjan à 20h. Johnson Adiko, président de la coalition patriotique pour l'émergence, va nous commenter la mort du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et ses conséquences politiques. Ensuite, retour au Sénégal. Saint-Louis au rendez-vous de ailleurs à la pêche dans de sérieuses difficultés. Nous le verrons. Une tranche de vie qui mérite d'être racontée. Ndiaga Ndiaye, décès vendredi d'une identité remarquable du transport en commun au Sénégal. Il est parti en immortel et laisse ses célèbres véhicules orphelins. Et le poète s'inspira d'elle. Gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles, la nuit de ta peau. Senghor dans Femme noire, la métaphore nous renvoie à l'animal. Les gazelles ont beaucoup fait parler d'elle cette semaine. Portrait avec Kessendour. Mais que se passe-t-il au Sénégal, un pays qui a l'injure à la bouche? La preuve, ces politiciens qui s'insultent, mais ce n'est pas que. Il y a aussi des citoyens dits ordinaires, sans attache partisane. C'est le dossier de la semaine. Awa Diop, Seleman Diallo. Oui, l'espace politique est depuis peu le terrain de télescopage d'insanité et la première cause est à chercher dans la motivation politique des acteurs, selon l'ancien parlementaire. Aujourd'hui, les données ont changé. Les gens entrent en politique pour peut-être se faire connaître. Ils entrent en politique pour des questions de positionnement. Ils entrent en politique aussi par rapport au pouvoir de l'argent. Et là également, si on évalue ou bien si on analyse les faits et gestes, ce qui s'est passé ne peut pas être quand même une surprise pour nous. Parce que la politique d'abord c'est un sacerdoce. Et quand on ne le conçoit pas ainsi, naturellement on tombe quand même dans ces pièges-là. C'est le piège des crottes en jambes, des querelles intestines, des guerres de positionnement. Et la réalité est d'autant plus désolante quand ces insanités sont tenues par ceux qui se trouvent en haut du pavé. Résultat, la dépravation accélérée de l'image de la vie politique de plus en plus au rabais. Le problème qui se pose au Sénégal, jusqu'à présent, on est peut-être le Parti socialiste, mais avec Abdoulaye Wade, le régime d'Abdoulaye et notre régime, nous n'avons pas encore réglé la question des rapports État-parti au pouvoir. Vous voyez ce que cela fait? Parce que je crois que le parti au pouvoir doit être un cadre d'accompagnement de l'État central. Et le résultat, il est là. Il y a une guerre de positionnement, les gens s'entre-déchirent, le débat il est stérile, le niveau est très bas. Et malheureusement, cela déteint sur les rapports au niveau central. Et c'est ce qui nous vaut aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir un peu partout. Mais comment est-ce que le choc des idées fécondes a-t-il laissé place à la culture de l'injure? Le sociologue donne son avis. En fait, avant ces audios-là, on a eu les CD. Avant ces CD, il y a eu les événements de 58, 60, 62, etc. Donc, la violence politique, en fait, s'est posée comme étant une norme au Sénégal, alors que les Sénégalais n'en demandent pas. La pertinence, l'éloquence et les débats d'idées deviennent rares, pour ne pas dire absents dans nos espaces politiques, laissant place aux querelles de bas étage, l'absence d'initiation à la responsabilité citoyenne et patriotique à l'épreuve des guerres de positionnement.
Un dossier de Awa Diop qui nous introduit dans le débat. Gaston Mansali, bonsoir. Bonsoir Mamoudou. Vous êtes journaliste au quotidien Libération. On sait que le débat sur les injures connaît un rebondissement avec les insultes du député Moustapha Cissé Lo contre ses camarades de parti Farbangom et Yahambaye. Comment votre journal a traité cette affaire? Merci Mamoudou pour l'invitation. C'est vrai, comme vous l'avez si bien rappelé, depuis quelques jours, le débat se trouve au niveau des injures entre partisans du régime en place. Bon, nous, notre journal, effectivement, notre journal a traité cette question pratiquement comme tous les autres journaux du pays, de la place. Donc, on a eu au moins le sentiment de faire notre travail. C'est-à-dire, quelque part, les gens pourraient nous reprocher, peut-être Yaham est impliqué, Yaham fut notre directeur de publication, mais depuis quelque temps, depuis qu'il a été nommé au Soleil, quelques années, il s'est détaché totalement du journal. Donc le travail que nous avons fait... Vous n'avez pas été influencé par... Aucune influence, parce que Yaham n'a plus de relation directe avec le journal aujourd'hui, depuis qu'il a été nommé au Soleil. Oui. Donc nous avons travaillé, comme tous les autres journalistes, des confrères des autres journaux, nous avons travaillé de manière libre et transparente en traitant les faits et rien que les faits. Et vous avez mis l'accent sur quoi? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ces attaques en dessous de la ceinture, quoi? Oui, mais ce qui nous a le plus intéressé, c'est qu'aujourd'hui, on remarque que ce n'est pas un fait nouveau. Donc, on a toujours traité ces questions comme les autres l'ont traité. Donc, nous nous sommes dit, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi des gens du même bord, du même régime, du même camp, pourraient s'entretuer comme ça, comme si de rien n'était, alors qu'ils ont tout en commun, en vérité. Ils sont au pouvoir, ils pensent peut-être à gérer le pouvoir pour qu'après le pouvoir, déjà, qu'on n'ait pas de reproches à leur faire. Et pourquoi, à un moment donné, ils doivent s'entretuer, déchirer. Ouais. Donc, nous nous sommes dit, mais tiens... C'est injurié même. Oui, c'est injurié, effectivement, parce qu'on n'a pas compris. Mais n'empêche, on a traité l'information, tel que ça nous arrivait, on s'est dit, mais tiens, il doit y avoir problème entre eux. Mais s'il y a problème, c'est-à-dire ils doivent avoir les moyens de les régler autrement que de se mettre devant la place publique et de s'injurer comme des enfants. On s'aperçoit que c'est une pratique qui n'est pas nouvelle dans le paysage politique sénégalais. Peut-on faire de la politique sans avoir l'insulte à la bouche? En vérité, si on est vraiment instruit, si on a au moins l'idéologie de son parti, de son régime, si on sait effectivement pourquoi on fait de la politique et quelle est la réalité de faire la politique, pourquoi on doit faire la politique. L'idéologie, bonne question. De la politique, oui. Certains disent que les idéologies sont mortes. Bon, oui, depuis quelque temps pratiquement, parce qu'au temps du PS, c'est vrai, il y a eu des déchirements au sein du parti, mais le PS était comme un parti État, ce n'est pas comme les autres partis qui sont nés après. Abdelawad est arrivé en 1974, effectivement, pour mettre le parti libéral, le PDS, qui est en place, mais quand même, ils ont hérité pratiquement des mouvements de gauche au moment de la création de le parti. Quand même, jusqu'à son deuxième régime, pratiquement chez Wade, les gens, il n'y avait pas assez de problèmes. C'est quand après Wade était à son second mandat, il y a eu une certaine arrogance qu'on a notée par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, effectivement, on peut bien faire que Mamadou de la politique sans être arrogant, sans avoir l'injure à la bouche. Parce que pour moi, l'injure à la bouche ne règle absolument rien. Parce que ce n'est pas un débat d'idées. En fait, quand quelqu'un se met à injurier, c'est que pour moi, il est limité. Peut-être qu'il n'a pas les idées qu'il faut pour défendre une position. On peut être dans un courant, avoir des positions opposées à ce même courant, mais qu'il se met devant la table et en faire des propositions. Parce qu'il y a toujours un supérieur. Et le supérieur, c'est le chef du parti. Vous avez des problèmes, vous lui soumettez vos problèmes. Oui, courant, vous m'avez marché sur la langue. Des camarades de parti qui s'injurient, cela peut signifier que le débat sain est étouffé peut-être à l'intérieur de leur formation. Si on observe bien, il y a très peu de partis qui acceptent l'existence de courants. Vous en parliez là à l'instant. Selon vous, les courants pourraient-ils être une panacée face aux injures? Bon, je ne crois pas. Une solution. Bon, non, je ne crois pas totalement. Pour moi, dans un parti démocratique, il peut bel et bien avoir des courants. Très franchement. Oui, mais je veux dire, l'existence de courant pourrait peut-être minimiser peut-être le volume d'insultes. Si on oui, effectivement, comme ça. Effectivement, mais sauf que depuis quelque temps, on remarque que les gens n'acceptent plus les courants au sein des partis. Et c'est ça le drame en vérité. Ouais. Il faut encourager l'existence des courants, Mamadou, parce qu'aujourd'hui,
quoi qu'il puisse advenir, vous êtes dans un parti politique, vous gérez le pouvoir pendant 1 an, 2 ans, forcément qu'il y ait des frustrés. La paix n'avait pas autant de frustrés avant d'arriver au pouvoir, d'autant plus qu'ils ont fait 2-3 ans d'existence pour accéder au pouvoir. Donc à l'époque, les gens étaient soudés. Pourquoi il y a des frustrés? Mais aujourd'hui, certains se disent que non, que je devais être à telle place et je ne le suis pas, ce n'est pas l'autre qui devait être à cette place. Vous bénéficiez d'un tel marché. Mais effectivement, c'est effectivement parce que l'affaire là dont nous parlions aujourd'hui, donc qui a amené au moins tous ces gens-là qui récemment, mais tout est venu pratiquement de l'affaire des semences d'arachide pratiquement, et il y a eu les marchés déjà de la Covid, c'est-à-dire du plan de résilience. Oui. Donc on s'est dit quelque part, est-ce que les gens ne se sont pas sentis frustrés parce qu'ils se disaient pouvoir être gagnants de ces marchés-là, ils ne l'ont pas été, et finalement, ils tapent sur la table. Ce que ça met en épingle aussi, c'est que il y aurait des gens, des responsables qui auraient bénéficié de marchés, de largesse, sans en avoir droit, ou en tout cas dans des conditions non transparentes. Effectivement. Au-delà des injures de Cissé Lo, est-ce que ce n'est pas ce débat qui est posé aussi? Mais si c'est effectivement, moi le débat, dans le principe, pour moi, si c'est le débat là, il a senti, si c'est qu'effectivement ça c'est un problème déjà pour le régime, il devait avoir au moins la courtoisie de le poser normalement. C'est vrai. On a remarqué effectivement sur le plan de résilience, là, il y a eu des gens qui ont bénéficié de marché, effectivement, peut-être qu'ils n'exercent pas dans le domaine, qui en ont bénéficié, et d'autres non. Ça peut créer des frustrations. Mais pour moi, ils ont un chef. Le chef de la République, le président de la République, par ailleurs le chef du parti au pouvoir et de la coalition au pouvoir. Donc pour moi, ils ont toujours les canaux de pouvoir au moins lui dire, mais monsieur le président, on croyait ou bien on aurait pu faire ceci et cela. Pourquoi? Et parce que vous ne le faites pas, non seulement au sein de notre parti ou de notre coalition, il y aura des frustrés, mais les Sénégalais allaient voir la situation autrement. Le Cissé Lo, pour moi, le principe, il était bon, mais c'est la manière qui n'était pas la bonne. Les injures de l'adversaire ont un couteau à double tranchant avec le phénomène des réseaux sociaux. Oui, effectivement. Aujourd'hui, l'adversaire, tout ce que vous faites déjà, les réseaux sociaux, les gens, ils n'attendent même pas. Aujourd'hui, le système que les jeunes ont adopté maintenant pour dire la VAR et autres, déjà, ce que vous dites aujourd'hui, qui est 2 jours plus tard ou bien un mois plus tard, ils peuvent y revenir, même si vous contestez les faits. Mais les vidéos sont là. Les vidéos sont là. On ne peut plus faire autrement aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux. De tout ce qui est dit aujourd'hui se retourne contre nous. Oui, mais alors, il faut jeter la pierre à celui qui a insulté, ou peut-être, ou alors à celui qui a divulgué les insultes. Bon, Mamadou, ça aussi c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais pour moi, les deux sont coupables. Parce que si c'est l'eau, pour ce cas précis, si c'est senti au moins frustré parce que peut-être il a fait des déclarations dans un cas privé qui se sont retrouvées, les telles déclarations qui sont retrouvées qui sur la place publique, il aurait dû saisir la justice. Parce que le droit est là. Donc, mais au moment où lui, si c'est l'eau, qui se sentant offensé n'a pas saisi la justice, s'il profère des injures, il est encore dans le coup. Mais pour moi, les deux sont coupables. Celui qui a diffusé, celui même qui a donné l'audio déjà de diffusion, celui même qui l'a enregistré de manière illicite, ça c'est un délit d'abord. Enregistrer quelqu'un de manière illicite sans l'informer et pouvoir sortir de ces enregistrements pour les divulguer après, pour moi c'est un délit. Mais si celui aussi a outrepassé la loi, il ne devrait pas, parce que c'est des injures publiques manifestes. Donc pour moi, les deux sont coupables. Il y a aussi un autre aspect qui a été souligné, hein, c'est la protection des données personnelles. Oui, effectivement. Oui. C'est pourquoi je disais tantôt, Mamadou, c'est que l'enregistrement illicite déjà est un délit. C'est un délit du point de vue de la loi. Vous enregistrez quelqu'un à son insu, vous divulguez l'enregistrement, déjà c'est un délit. Mais effectivement, mais je crois qu'au moins pour les données personnelles, le Sénégal doit bien travailler sur ça. Il y a encore des manquements. Aujourd'hui, les données personnelles de tout un chacun peut se retrouver sur la place publique. Ouais. Et pour moi, c'est un problème. Un phénomène. C'est le phénomène des injures au Sénégal. On parle là des politiciens, mais on peut parler de citoyens qui ne font pas forcément de la politique ou qui peuvent être en marge. Hassan Diouf, qui est d'ailleurs actuellement en prison, on a connu Pendaba, Ami Collé. Que faut-il faire?
Bon, je crois, moi, c'est la justice. Franchement, de tels écarts de comportement, le procureur de la République doit se saisir. Très franchement. Parce qu'aujourd'hui, on a parlé effectivement de Hassan Diouf, on a parlé de Pendaba, on a parlé de d'autres personnes, mais les injures dont a proféré Cicelo, c'est gravissime. Parce que ça ne se limitait pas seulement aux personnes concernées à qui il avait affaire, mais à leurs parents et à beaucoup d'autres personnes, partir jusqu'à accuser même des personnalités de la République. Franchement, je crois que c'est trop. Le procureur de la République doit se saisir dans ce dossier. Quelle est la responsabilité des médias? Oui, les médias aussi aujourd'hui, Mamadou, nous sommes tous des acteurs des médias, mais je crois que autant que tous ceux qui ont divulgué ces déclarations, tout le monde est fautif. Les médias aujourd'hui, on ne peut pas prendre pour argent comptant tous ceux qui nous tombent sur la main. Très franchement, ce n'est même pas professionnel. Mais nous le faisons uniquement peut-être dans l'optique de vendre, surtout qu'avec les réseaux sociaux, les sites aujourd'hui, sûrement les vidéos, c'est dans l'optique de vendre que nous le faisons. Mais pour moi, ce n'est pas professionnel. Ouais. Un journaliste ne peut pas prendre pour argent comptant toute information qui lui tombe dessus. Et surtout, il y a parfois des montages. Je ne parle pas de ce cas précis. Oui, évidemment. Qu'il y ait des montages. Évidemment, on a vu des cas ici, quelque part des gens qui ont déclaré, même si c'est à un moment donné, il était parti à la prison de Diourbel. Il a déclaré que tous les magistrats sont corrompus parce que l'état dans lequel j'ai trouvé les prisonniers à Diourbel est inhumain. Ce n'est pas possible. Mais 2 jours après, il a démenti. Maintenant, dans ce cas, il peut avoir des montages s'il veut. Mais en vérité, les vidéos étant faites en direct, ce n'est pas évident. Mais aujourd'hui, encore une fois, Mamadou, les journalistes doivent beaucoup faire attention. Parce que nous jouons un grand rôle dans la société. Et on ne peut pas être des acteurs ou des gens qui doivent attiser le feu. Sinon, on ratera totalement notre mission. C'est une parole pleine de sagesse. Merci. Gaston Mansali, vous êtes journaliste au quotidien Libération et bonsoir chez vous. Merci à vous et merci et bonne soirée Mamadou et merci pour l'invitation. Merci Gaston. Merci. On se penche maintenant dans Coin Éco sur l'industrie textile africaine, un énorme potentiel pour développer le continent. À côté du textile, il y a évidemment le coton. Ce secteur emploie beaucoup de monde, 10 millions de producteurs et 1,2 million de salariés. C'est un sujet de Oumou Kalsoumba. Pour parler de l'avenir du textile en Afrique, notamment au Sénégal, il est important de se pencher d'abord sur la filière coton. Oui, le coton est la principale culture de rente et d'exportation de plusieurs pays africains. Sa culture et son traitement occupent une grande partie des activités des populations. Le coton est principalement utilisé dans le textile vestimentaire. Cette fonction première fait du textile africain un langage, une marque d'identité, une affaire culturelle, mais aussi économique. L'Afrique a toujours été un grand pays producteur de coton. Malheureusement, comme dans les autres secteurs, on produit des biens du primaire mais qui ne sont pas exploités sur le plan secondaire. C'est-à-dire notre industrie a beaucoup souffert là-dessus. Si on prend le cas particulier du Sénégal, c'est encore beaucoup plus compliqué parce que nous, finalement, on est allé directement sur une industrie textile, mais qu'on n'a pas bien aménagé. Vous vous rappelez bien qu'au départ, sur la route de Yara, on avait la Sotiba, qui était une très grande partie où on faisait le polissage, la teinture et la production des wax sénégalais qu'on exportait partout un peu en Afrique. La Sotiba a été totalement éliminée pour des projets qu'on ne connaît pas jusqu'à présent. Les terrains, la plupart ont été vendus, les travailleurs sont mis en chômage. Et de plus aussi sur l'axe Kawon, et c'est là où ils ont amené Sotiba en l'appelant Sotexka maintenant. Et avec 2 repreneurs, il y avait un premier Italien, Jean-Marc Potenti, qui n'a pas pu faire quelque chose. Les travailleurs qui restent sur l'axe Kawon, je pense qu'il l'appelle Demi-Texka, et Demi-Texka maintenant, les travailleurs travaillent avec du matériel importé, alors qu'on pouvait faire notre coton de chez nous et essayer de l'exploiter.
Il se trouve que le textile africain, voire sénégalais, est aujourd'hui confronté à de nombreuses difficultés, dont l'abandon progressif de son usage par les Africains au profit des tenues faites à base de tissus issus de produits non dérivés du coton, la concurrence que lui impose le textile venu d'ailleurs du fait du faible coût de cette dernière catégorie, la disparition progressive de certains types de textiles. Tout ce qu'on doit faire, c'est de réorganiser une politique industrielle. Normalement, le ministre de l'Industrie devait au moins décliner dès son entame de mandat, au moins voir la situation réelle de l'industrie textile et définir des politiques de développement nous permettant de développer ça. Parce que les Sénégalais ont de l'ingéniosité, généralement au niveau de la production tissu, mais le Sénégal pouvait être une plateforme pour faire des vêtements à exporter en Europe ou bien pourquoi pas aux États-Unis, parce que notre position géographique nous permet ça. Maintenant, quand on revient en économie, l'industrie textile doit être le moteur de ce qu'on appelle la manufacture. L'industrie manufacturière doit avoir un cœur, et le cœur de métier, c'est le textile. Le textile sénégalais, c'est quelque chose qu'il faut reprendre, rebâtir et reposer à zéro. D'après les chiffres officiels, le Sénégal importe plus de 396 milliards de francs CFA par an en tissu, un manque à gagner pour notre économie. Le défi aujourd'hui pour les autorités, c'est de réduire la facture d'importation et de profiter pleinement des atouts de la filière coton. Plus on produit à grande échelle, plus la filière textile nationale va en profiter. Kalsoumba, merci. Entretien de Mamadou Ndiaye avec professeur Aboukan, il est économiste à la FASEG. Les signes avant-coureurs d'une relance économique se mettent en place progressivement. Les pouvoirs publics planchent sur un programme qui combine mobilisation des ressources, stratégie de reconquête de position, réorganisation du tissu industriel, ébauche d'une maquette budgétaire et définition des priorités. Mamadou Ndiaye, j'étais en train de vous citer. Bonsoir et bonsoir à votre invité, professeur Aboukan. C'est à vous. Bonsoir Maoudou, bonsoir professeur. Bonsoir. Abou est agrégé d'économie et il est chef du département de l'économie de l'UCAD. Nous venons de suivre un élément intéressant qui nous explore un peu les potentialités justement du textile sénégalais. Les Sénégalaises, parce que c'est une force d'attraction, les Sénégalaises, elles aiment bien le tissu. Mais qu'est-ce qui explique qu'elles soient si gourmandes en tissu, que le Sénégal soit producteur de coton et que la mayonnaise ne prenne pas? C'est vrai que l'industrie textile a été un fleuron de l'économie sénégalaise par le passé, mais depuis la décadence a commencé dans les années 80. Oui. Mais c'est plus au début des années 2000 qu'on a vu certaines sociétés qui ont été citées tout à l'heure dans votre élément, comme la Sotiba, il y a la NSTS, la Sotexka. Il y a même eu une industrie qui a été appelée, une entreprise qui a été appelée Polytexca, tout ça. Oui. Des entreprises qui existaient au Sénégal, qui employaient beaucoup de monde et qui faisaient un peu la fierté du Sénégal et qui ont disparu pour plusieurs raisons. Il y a des raisons qui sont liées à un cadre incitatif qui n'était pas tellement au rendez-vous. Il y a aussi des raisons qui sont liées à des décisions de l'État du Sénégal qui ont mis à terre toute cette industrie textile. Et il y a d'autres, disons, causes qui viennent du contexte mondial. C'est-à-dire, nous avons des pays, comme les pays asiatiques, qui sont très puissants en termes d'industrie textile. Parce que non seulement ils sont de grands producteurs de coton, mais ils ont la technologie et ils ont la main-d'œuvre abondante et à bon marché. Donc, c'est ça qui manquait un peu au Sénégal. Quand vous êtes dans des secteurs comme ça, il faut faire des innovations. Et ça, il faut dire que ça a manqué au Sénégal et c'est ce qui explique qu'à un moment donné, l'industrie textile sénégalaise n'était plus comme elle l'a été auparavant. Vous avez parlé tout à l'heure des Sénégalaises qui aiment bien le tissu, pas seulement des Sénégalaises, des Sénégalais d'une manière générale. Quand un Sénégalais voyage, il va même en Côte d'Ivoire, à côté, ou au Bénin, au Mali, au Togo, la première chose c'est de dire je vais voir les tissus ivoiriens, les tissus, etc.
Nos tailleurs aussi sont bien connus à l'étranger pour leur professionnalisme, mais malheureusement, au Sénégal, les gens semblent ne pas tellement valoriser ce qui est local. Le savoir-faire, le savoir-faire local. Parce que moi, j'ai eu la chance d'aller dans beaucoup de pays africains, en Afrique centrale, Afrique de l'Ouest et autres, mais la manière dont les gens font l'éloge des professionnels de la confection au Sénégal, bon, vous dites, mais est-ce que vous vivez au Sénégal? Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas un expert du domaine ou quelqu'un qui est très versé dans les recherches de ce point de vue-là, vous pouvez croire que les gens sont en train d'exagérer, alors que c'est la réalité. Et l'autre réalité maintenant, c'est 390 milliards quand même d'importation de tissus. Mais c'est énorme, c'est-à-dire qu'en fait l'État, qui devait retrouver justement ici des accents de l'État Léviathan, devait sévir en manifestant sa volonté politique, au moins quand même de promouvoir le tissu sénégalais, c'est-à-dire le made in Sénégal, comme le Faso d'Alfani. Oui, mais si c'est l'État lui-même qui doit être, disons, le précurseur de certains investissements pour donner un peu plus de force à certains secteurs, qui doit impulser. Si cet État-là, sans qu'il n'a pas tous les moyens pour le faire, et qu'il y a des opérateurs économiques dans le secteur qui sont prêts à s'investir dedans, mais en important et en revendant, mais l'État va laisser faire. Parce qu'il faut aussi dire que tant qu'on sera dans un pays où, dans certains secteurs, il est plus facile pour un opérateur de se faire de l'argent en important et en que de créer une entreprise, de transformation faire de la transformation, tant que ce sera le cas, mais on aura beau parler, mais on sera toujours dans cet état-là. C'est ça le problème. Mamadou, si vous permettez, une question que j'aimerais placer. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'interroger toute la chaîne de valeur? C'est vrai, on peut avoir un tissu africain, un tissu sénégalais, mais vous parlez du Faso d'Anfani, c'est très bien. Nous-mêmes, quand il nous arrive de porter un tissu de chez nous, nous avons une façon de le porter et de le coudre. Est-ce qu'il ne faut pas aussi faire l'option de la modernité pour que l'autre qui se trouve en Chine, ou je ne sais pas, à l'autre bout du monde, puisse porter aussi le boubou africain parce qu'il est taillé d'une certaine façon. Là, on est habillé en costume ou en chemise, mais on peut en faire des chemises, on peut en faire des costumes. Est-ce que ça ne manque pas dans la chaîne de valeur? Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et il faut dire que les acteurs qui sont surtout dans la confection ont essayé de se professionnaliser depuis quelques années quand même. Parce que même les costumes qu'on croit être des costumes importés, sont souvent faits ici, au Sénégal. Mais le problème, c'est que la matière première ne vient pas souvent d'ici. C'est-à-dire les tissus-là sont importés. Et puis, bon, il y a un peu de valeur ajoutée avec les experts de la confection. Et puis, les Sénégalais vendent sur le marché. C'est bien consommé par des Sénégalais. Mais nous ne sommes pas très compétitifs à l'étranger. Nous pouvons bien faire ce que les autres sont en train de faire à l'international. Mais le problème, c'est que nous ne répondons pas au goût des consommateurs. Voilà. Si nous ne savons pas peut-être au moins moderniser. Voilà. En fait, moi, je ne dirais pas que nous ne savons pas moderniser. À mon avis, les costumes qui viennent d'Italie ou viennent des États-Unis ou ailleurs, les tailleurs ici peuvent les faire. Mais le problème, c'est peut-être il y a une touche particulière qui manque et qui fait que ces produits-là ne peuvent pas être exportés en grande quantité. Parce que n'oubliez pas que si vous voulez vendre sur le marché international, il faut faire ce qu'on appelle des économies d'échelle. Autrement dit, il faut que le coût unitaire soit très faible pour vous. Et pour que ça soit le cas, il faut non seulement produire en grande quantité, mais aussi il faut faire de l'innovation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que c'est cette innovation-là qui vous permet de réduire les coûts. Parce qu'il y a des procédés de fabrication qui changent d'une année à l'autre, ou d'un quinquennat à l'autre, ainsi de suite. Donc il faut être au fait de tout cela pour pouvoir concurrencer de grands fournisseurs qui se trouvent dans le monde. Sans oublier qu'en matière de vêtements et autres, il y a la marque. N'oubliez pas cela. Vous avez beau copier,
ce que l'autre fait, même si c'est exactement la même qualité, même si c'est une meilleure qualité, que vous mettez sur le marché, il y a la marque qui se vend. Donc on dit ça c'est telle marque, une marque ça, de fabrique. Ça c'est made in Sénégal. Même si c'est de meilleure qualité, les membres Ibrekan ne vont pas acheter ça. Ils vont dire que vive mon standing, voilà, c'est ça que je vais porter. Donc, ça c'est un autre débat. Voilà, professeur, je pense que oui, voilà. Là maintenant, on est dans une conjoncture nouvelle, avec peut-être maintenant, tout le monde essaie de sortir justement de cette crise. Et le gouvernement est en train de piloter un plan de relance de l'économie. J'ai envie de vous poser la question, mais peut-être que dans vos différents développements, la réponse y est. C'est-à-dire, quels sont aujourd'hui les vecteurs de cette relance? Avez-vous identifié justement des forces ou des secteurs d'activité qui peuvent constituer donc le bassin dorsal de la relance économique? Alors, les vecteurs de cette relance sont déjà identifiés à travers le plan de résilience. Parce qu'il y a un programme de résilience et un plan de relance. Le programme de résilience vise à disons, faire émerger, ou en tout cas faire souffler les secteurs les plus impactés. Et donc, pour relancer l'économie, il faut d'abord que ces gens-là se relèvent et puis faire de nouveaux investissements dans les mêmes secteurs et en y ajoutant d'autres. Et le principal secteur sur lequel l'État du Sénégal mise pour la relance, c'est l'agriculture. Parce que si on parle de l'agriculture, c'est toute la chaîne de valeur agricole. Il y a l'agriculture et il y a le tourisme, qui sont deux secteurs importants, qui sont visés dans le programme de relance. Et qui sont largement impactés. Et qui sont largement impactés par la pandémie, effectivement. Mais l'État sait qu'il y a des effets de ruissellement ou des effets d'entraînement qui peuvent provenir de ces secteurs-là, qui étaient des moteurs quand même de l'économie sénégalaise, parce que n'oubliez pas, pour les 5 dernières années, on a eu des taux de croissance qui ont dépassé les 6%, et ce qu'on n'a jamais eu dans l'histoire du Sénégal. En tout cas, pas des années consécutives, même si on avait eu plus de 6% à un moment donné de l'histoire. Maintenant, à côté de ça, il y a de nouveaux secteurs qui ont émergé. C'est pourquoi on parle de digitalisation de l'économie. Parce qu'on a senti que l'économie numérique, c'est un secteur aussi qui mérite une attention particulière. Si on veut vraiment être à l'abri de certaines surprises dans le futur. Parce que la pandémie nous a montré qu'il faut miser sur ce secteur-là. Parce qu'actuellement, on sait que beaucoup de choses se font à distance et même les ventes en ligne, tout ça s'est développé. On sait aussi qu'il y a des acteurs locaux qui ont mis en place des startups et qui ont montré leur résilience à la crise et qui n'étaient pas soutenus au départ par l'État du Sénégal. Professeur, vous avez cité donc de Mamel, l'agriculture et le tourisme, mais j'ai envie de rebondir pour vous dire simplement que l'agriculture est encore dépendante de la pluviométrie, qui elle-même est aléatoire. Problème. Pour le tourisme également, beaucoup de pays émetteurs de touristes aujourd'hui ont développé donc ce qu'ils ont appelé le tourisme intérieur. C'est-à-dire les Allemands découvrent justement l'intérieur de l'Allemagne, les Français pareil, les Italiens pareil. Alors si chacun reste chez soi, avez-vous le sentiment que peut-être le tourisme peut décoller? Oui, en fait, les professionnels du tourisme ont tout intérêt à développer de nouveaux produits. Parce qu'en fait, le tourisme tel qu'on l'entend ne peut pas faire développer un pays. C'est-à-dire si c'est juste pour que les Allemands viennent au Sénégal, prendre des chambres d'hôtel, ainsi de suite, les Américains, les Français et autres. Non. Il faut qu'il y ait quelque chose qui les amène ici. Ce n'est pas seulement pour voir le soleil. On a un tourisme balnéaire qui est bien développé, mais il faut d'autres choses qui peuvent attirer les gens au Sénégal. Par exemple, et malheureusement, vous avez pensé à quoi? Moi, je pensais plutôt à du tourisme culturel, des choses comme ça. La découverte un peu du vécu. Qui donnent une spécificité bien sénégalaise. Mais si c'est seulement la plage, ou la mer, ou le soleil, le Sénégal peut avoir plein d'autres concurrents. Ça, c'est des produits presque universels. Dans le monde, voilà, vous avez dit, c'est presque universel. Donc, moi, je ne suis pas un professionnel du tourisme, donc je ne peux pas faire une typologie des produits à mettre sur le marché, mais les professionnels seront à même de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent bien mettre sur le marché pour que la destination Sénégal soit, disons, une destination qui est prisée par les touristes du monde entier. Alors, j'ai eu
un entretien que le directeur donc, de la BRVM a accordé à quelques médias, disant qu'effectivement, les pays peuvent accéder donc au deuxième compartiment de la BRVM pour bénéficier de capitaux et les réinjecter justement dans leurs économies respectives. Oui, c'est possible, mais ici, moi, je fais toujours attention à ces choses actuellement parce que au moment où les pays cherchent même à annuler leurs dettes, comment ça s'appelle, à alléger, pas annuler forcément, mais pour avoir des moratoires et autres. Donc, toute activité sur les marchés financiers doit peut-être être encadrée. Je suis d'accord, si les entreprises elles-mêmes sont encadrées pour pouvoir lever des fonds sur le marché, investir, cela sera tout bénéfice pour l'économie parce que nous avions toujours des problèmes pour accéder à des financements. Et malheureusement, en Afrique de l'Ouest, même la BRVM, vous prenez un pays comme le Sénégal, il n'y a pas plus de 2 entreprises ou 3 qui sont cotées sur le marché, malheureusement. Donc c'est une grosse contrainte qu'on a. Voilà. Professeur Abougane, professeur agrégé de l'économie et chef du département d'économie de l'UCAD, je vous remercie. Merci. Merci, Dial. Merci, professeur Abougane. Merci, Mamoudou Ndiaye. La semaine prochaine, Inch'Allah, la suite de Total dimanche. Conter l'histoire des royaumes à travers l'art, Ndeye Siga Ndiour est une. Walo Walo, bon teint, et comme on n'est jamais mieux raconté que par soi-même, elle a pris son pinceau, elle est artiste peintre, et elle raconte à travers ses tableaux l'histoire du Walo, la reine Ndaté Yalla Mbodj, les braques. Souvenir de vos leçons d'histoire. C'est un document de Boubacar Dieng et Moussa Fall. Dans cette pièce, le royaume du Walo reprend vie grâce à l'art des centaines d'années après sa conquête par les Français. C'était entre 1858 et 1859. La Linguère Ndaté Yalla Mbodj, dernière grande reine du Walo, née en 1810, décédée en 1860. Le braque ainsi que la garde royale. Ceci est réalisé par une Walo d'origine, passionnée d'art et d'histoire. Je revisitais cette histoire à travers des sculptures pour montrer l'élégance, la résistance, la royauté et en partie les valeurs qu'incarnait cette grande reine du Walo, Ndaté Yalla Mbodj. Ma maman, elle est Mbodj. Donc elle, c'est une Linguère. Et à chaque fois que je signe dans mes tableaux, en bas, je dis Linguère Siga parce que j'ai pris le titre de ma mère. Elle est Linguère de sang. Et là, je suis fière d'appartenir à ce clan du Walo. Pour réaliser ce chef-d'œuvre, une partie des matières est récupérée. Le pagne que porte la reine est authentique et date de plus de 20 ans. Les matériaux que j'ai utilisés, je vais en revenir parce que ici, vous voyez, la reine, elle a une pipe et l'ossature, c'est en fer. C'est du fer et pour sortir les formes et tout ça, ça m'a pris énormément de temps et de mon énergie et de mon inspiration également. Parce qu'en fait, quand on parle de la reine, c'est une reine et elle avait une pipe. Et ça symbolisait la reine. Parce qu'à Bébouala, en faisant la photo de la reine Ndaté Yalla, il y avait la pipe. Donc j'ai voulu quand même amener les accessoires. Là, il y a le nafa, il y a les perles, il y a les bracelets, il y a, tu vois, ces bijoux qui sont autour de sa tête. Et il y a le foulard de Ndaté. Et le foulard, il est symbolique. Et ça, c'est la reine pour moi. Et à côté, j'ai utilisé quand même beaucoup de matériaux, des tissus. J'ai même utilisé des objets de récupération. Beaucoup d'objets de récupération. Parce que rien que ce pagne-là que la reine porte. Les dames avaient l'habitude de porter beaucoup de pagnes. Donc le pagne-là date de plus de 21 ans. Ça appartenait à ma grand-mère. Du temps et de l'énergie, il en a fallu. Parfois, ce sont des nuits entières pour redonner vie au royaume du Walo. Et vous voyez le braque là-bas avec ses bottes, avec ses gris-gris.
donc avec son foulard de tête. Et là, tout ce travail-là, c'était pas... Je dis que c'est des nuits blanches, parce que la plupart de tout ce que je fais, je couds. Il faut que je couds des tissus, il faut que je couds des accessoires, et il faut les créer, il faut les imaginer, parce qu'en fait, la partie historique, elle est très très importante. On ne peut pas habiller la reine et lui faire porter du diesel ou bien des basins, non. Et ça, c'est des habillements, c'est des accoutrements typiques qu'elle portait, mais quand même, on a quand même essayé de lui faire porter ces habits-là pour symboliser ce qu'elle représente. L'histoire est écrite par les vainqueurs, dit-on souvent. Une raison valable selon Ndeye Siga Ndiour pour reconstituer le royaume du Waalo à travers l'art, une représentation qui, selon elle, va permettre de reconstruire un pan de l'histoire du Waalo, une histoire qui semble être oubliée par la nouvelle génération. Le Waalo était beau, le Waalo est toujours beau. Bonsoir Boubacar Dieng. Bonsoir Maodo. C'est vous qui avez signé ce sujet, hormis le fait que Ndeye Siga Ndiour soit du Waalo et veut représenter le royaume de ses ancêtres. C'est très normal. Y a-t-il une autre explication à cette représentation? Oui, effectivement, il y a une autre explication à donner à cette représentation-là, parce que selon elle, donc l'histoire de nos royaumes ici au Sénégal tend à être oubliée par la nouvelle génération, raison pour laquelle elle se donne donc la peine de reconstruire ces royaumes-là à travers l'art, parce que comme elle l'a dit, donc elle a essayé de représenter la grande reine Ndateyal Mbodj, aussi bien que le Brak du Waalo, donc reconstruire le royaume, histoire de faire savoir donc aux jeunes que le Sénégal a connu un passé glorieux. Bon, comme il y a souvent, on dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs, et quand l'histoire est écrite par les vainqueurs, elle est souvent tronquée. Donc, pour rétablir l'histoire, donc rétablir la dignité donc de nos chers héros, donc elle a jugé nécessaire de reconstruire ce royaume du Waalo chez elle. Et elle choisit l'art, quoi, comme moyen d'expression, elle a choisi de restitution, voilà, elle a de choisi reconstitution. Voilà, c'est ça, parce que l'art, donc, elle a mis l'art à contribution. Donc l'art joue pour l'histoire. Donc l'art et l'histoire, elle a lié cela. Donc elle a fait cette présentation-là, donc qui est acceptée de tous. Donc elle a eu à exposer cela au centre culturel Blaise Senghor, et il y a des gens qui étaient là, tout le monde a apprécié. Et puis on a vu que c'est pas que des tableaux comme on a l'habitude de voir, elle a utilisé des matériaux authentiques. Authentiques, oui, parce que comme le pagne que porte la reine, donc elle l'a pris de chez elle, du Waalo. Donc elle a habillé donc la reine avec ce pagne-là qui date de plus de 20 ans, comme elle l'a dit. Donc c'est authentique. Il y a aussi un puits qui est là-bas, et tout ce qui a été utilisé, donc souvent elle coud, comme elle l'a dit aussi. Souvent elle récupère des objets donc pour redonner vie à la reine, ou bien pour redonner vie donc au Brak, ou bien redonner vie donc au royaume du Waalo avec des cases et autres. Boubacar Dieng, tu es originaire de quel royaume? Du Sine. Du Sine. Bon, la question est très intéressante. Est-ce que Ndeye Siga Ndiour fera autant pour le royaume du Sine et les autres royaumes du Sénégal? Elle compte le faire. Donc c'est un grand projet qu'elle a donc pour reconstituer ou bien ressusciter les royaumes du Sénégal, que ce soit le royaume du Sine, du Baol, du Kayor et autres. Donc déjà, donc après cette présentation-là, ce sera au cours de la collectivité Lebou, donc la collectivité Lebou qui est aussi bien organisée, une grande collectivité, donc qui est comme une sorte de gouvernement, parce qu'elle est Lebou de père, donc Waalo de mère, raison pour laquelle après le Waalo, ce sont les Lebou donc qui vont prendre le relais. Et elle va essayer de reconstruire tout cela avec les grands serignes, les Djaraf, les Ndeye Rew, les Saltigué, les Ndiambour et les Frey, tout cela. Très bien, merci Boubacar. Merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre bouillon culturel. Le diplomate cette semaine est un homme politique ivoirien, Johnson Adiko. Il est le président de la coalition patriotique pour l'émergence en Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur Adiko. Bonsoir.
Vous êtes avec la chaîne de télévision ITV, une télévision d'ici et d'ailleurs. Nous sommes donc cette semaine à Abidjan avec vous. Votre parti prône les idées de gauche, pour ne pas dire la social-démocratie. Votre parti est d'ailleurs issu des flancs du FPI de l'ancien président Laurent Gbagbo. Le sujet de cette semaine en Côte d'Ivoire, c'est la mort du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Comment elle a été accueillie par le peuple ivoirien? Ok, merci bien à vous. Avant tout, permettez-moi de passer mes salutations au peuple sénégalais, un peuple que j'apprécie beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et ceci dit, il faut dire que c'est dans l'émoi et le désarroi que nous avons accueilli tous la triste nouvelle. Et vous pouvez comprendre avec moi que c'est vraiment difficile pour le peuple ivoirien de supporter cela parce que Amadou Bon était une personnalité très importante pour le pays. Il était Premier ministre et c'est quelqu'un qui a montré sa loyauté et qui a montré son dévouement pour son pays. Donc comprenez-moi que c'est vraiment avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de peine que nous avons accueilli cette nouvelle. Oui, est-ce que la classe politique ivoirienne a eu un comportement digne avec cette disparition du candidat du RHDP, il faut le dire, à 3 mois de l'élection présidentielle dans votre pays? Effectivement, il faut dire qu'au-delà de tout clivage politique, tout clivage partisan, le Premier ministre Amadou Bon est un père de famille. Il est issu d'une famille d'une région de la Côte d'Ivoire. Donc c'est ensemble, c'est vraiment toute la Côte d'Ivoire unie qui pleure ce grand homme. Donc vous conviendrez avec moi, quand vous voyez les différents hommages qui lui est rendus, vous pouvez comprendre que toute la classe politique, pour une fois, s'est mise ensemble pour pleurer ce Ulysse Fils de ce pays-là. Et c'est vraiment une tristesse qui s'est emparée de tout le monde. Il n'y a pas derrière un positionnement, parce que vous êtes quand même à quelques petits mois, comme je l'ai dit, de l'élection présidentielle. Non, je ne crois pas. Je pense que les hommes politiques savent faire la part des choses. Aujourd'hui, nous sommes frappés par un malheur qui n'arrive pas qu'aux autres. Donc, il est important de pouvoir pleurer ensemble. Au-delà de tout, comme je l'ai dit, oui, c'est un père de famille, c'est un Ivoirien qui a perdu la vie. Et qu'on peut partir à tout moment. Bien sûr, ça peut arriver à tout le monde. Donc, oui, il est important de compatir, d'avoir de l'empathie pour ce qui est arrivé au Premier ministre Amadou Bon. Donc, je pense que c'est sincère. Voilà. Johnson Adiko, il y a quand même que cette mort perturbe presque tous les plans, du moins le plan A du président Alassane Dramane Ouattara qui perd son dauphin. Que pourrait-il se passer aujourd'hui, maintenant? Bon, vous convenez avec moi que ce n'est pas facile, c'est difficile, j'imagine, pour le président Alassane Ouattara et pour le RHDP. Ce n'est pas facile de trouver un remplaçant ou bien de remplacer une personnalité de la carrure du Premier ministre Amadou Bon. Mais ceci dit, vous savez que le président Alassane Ouattara a toujours parlé, a toujours fait ces choses en équipe. Donc, pour moi, au-delà de la personne et de la candidature du Premier ministre Amadou Bon, c'était une équipe. Une équipe qui engorge beaucoup de ressources. Et je pense, même si c'est difficile, le public, dans cette équipe-là, trouvera la personne adéquate pour pouvoir continuer le combat. Donc, je ne suis pas inquiet. Le président Ouattara a toujours présenté la candidature d'Amadou Bon comme une candidature qui était portée par une équipe. Donc, au-delà du malheur qui frappe le RHDP en ce moment, je pense croire qu'au niveau du RHDP, il y a beaucoup d'intellectuels, il y a beaucoup de cadres qui pourront assurer la relève. Alors, une équipe, mais on ne va pas se voiler la face, avec des ambitions présidentielles qui se dessinent et qui se sont dessinées depuis très très longtemps. Alors aujourd'hui, quelle est la plus forte tentation? La désignation d'un candidat, naturellement, autre que Gon Coulibaly, puisqu'il n'est plus là, il est décédé, ou une nouvelle candidature du président peut être envisagée? Vous savez, pour ce que je sais du président Alassane Ouattara, c'est un homme d'engagement, c'est un homme de parole. Et il a dit lui-même qu'il voudrait transmettre le témoin, il voudrait passer le témoin à une nouvelle génération. Je ne pense pas que c'est quelqu'un qui reviendrait sur sa parole au gré de certains événements. Il a dit, il va le faire. Maintenant, comme je vous l'ai dit tantôt, au-delà de la personne d'Amadou Bon, il y a encore des cadres qui regorgent beaucoup de valeurs au sein du RHDP. Si on vous suit, vous écartez, vous, toute candidature du président Ouattara pour un 3e mandat? Nous militons pour une nouvelle génération d'hommes politiques en Côte d'Ivoire. C'est notre combat à ça.
Et nous avons applaudi quand le président de la République a dit qu'il ne se présentait pas pour un troisième mandat. Donc pour nous, si c'est vrai que son dauphin n'est plus, il est frappé par un malheur, nous estimons qu'en dehors de la personne du Premier ministre, il y a encore d'autres cadres, il y a encore d'autres ressources au sein du RHDP. Je pense que le président pourrait regarder dans ses ressources et choisir quelqu'un pour pouvoir prendre la relève. Vous pensez à qui? Moi, j'ai deux noms qui circulent souvent. Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense, Marcel Amontano des Affaires étrangères. Vous pensez à eux? Bon, je pense que je ne veux pas chose, mais ce que je pourrais dire, Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense, a fait ses preuves en Côte d'Ivoire ici. Nous connaissons tout son parcours politique. Nous pensons que, bon, c'est un bon challenger. Mais ceci étant, nous ne sommes pas du RHDP. C'est aux militants du RHDP, c'est au cas du RHDP de faire le choix. Sinon, pour nous, de l'opposition, nous pensons que le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, a fait ses preuves en Côte d'Ivoire et il a de la valeur, il a des ressources. Et quid de Tano, puisqu'on parle aussi avec insistance de lui? Vous dites? J'ai dit quid de Tano, puisqu'on parle avec insistance de lui aussi. Oui, oui. Bon, je ne comprends pas bien votre question. Oui, qu'en est-il de Tano, oui. Que pensez-vous de Tano? Je pose la question parce que son nom circule aussi dans le camp du pouvoir. Bon, effectivement, il a de la valeur, il a des ressources aussi, lui particulièrement, parce que il a été ministre des Affaires étrangères. Maintenant, vu sa sortie du RHDP, est-ce que les militants et les cadres voudront son retour? Ça, je n'en sais rien. Ça dépend du président, ça dépend des cadres du RHDP, c'est à eux de décider. Sinon, c'est un bon challenger, mais comme il est sorti du RHDP, est-ce que son retour sera facile pour reprendre les choses en main? Ça, je n'en sais rien. Alors, vous dites que vous êtes opposant. Êtes-vous candidat à cette élection présidentielle prévue en principe en octobre chez vous, en Côte d'Ivoire? Non, nous ne sommes pas candidats. Nous ne sommes pas candidats parce que notre mouvement a décidé de se désintéresser à tout ce qui est élection. Vous savez, en Afrique, quand on a des ambitions électives, par moments, ça nous rend démagogues. Et nous avons fait le choix de sortir de tout ça et de nous mettre aux côtés du peuple. Pour nous, notre combat, au niveau de la coalition patriotique de l'Alliance, c'est de faire en sorte que le peuple vive bien, c'est de faire en sorte que ceux qui dirigent le pays puissent apporter de façon qualitative une transformation sociale au quotidien des populations. Donc, pour l'instant, c'est notre combat et nous préférons nous limiter à ceci. Oui, allez-y. Ceci étant, pour 2020, nous allons donner une consigne de vote. Mais cette consigne de vote sera adossée aux différents offres politiques que nous verrons et que nous allons étudier. Et vous n'écartez personne, le pouvoir comme l'opposition? Nous n'écartons personne, mais ce que nous disons, nous sommes pour le renouvellement de la classe politique. C'est pour ça que d'ailleurs, nous refusons la candidature du président Ouattara, nous refusons la candidature du président Gbagbo, mais nous refusons la candidature du président Bédié. Nous estimons qu'ils ont eu la chance de pouvoir faire leurs preuves. Nous avons vu leur gestion, nous connaissons leurs limites. Sauf que Henri Konan Bédié est candidat. Malheureusement, chose que nous déplorons, nous condamnons, et nous avons demandé à toute la jeunesse de ne pas associer son image à une telle candidature. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que nous, jeunes, des choses que nous avons combattues dans d'autres pays, avec des présidents d'un certain âge, nous ne pouvons pas les supporter, nous ne pouvons pas les encourager dans notre pays. Henri Konan Bédié a atteint un certain âge, nous pensons qu'il est temps pour lui de se retirer. Il a si bien dit lui-même en 2010 quand il était candidat, que lui, Henri Konan Bédié, vu son âge, c'était son dernier combat. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, à 86 ans, il veut revenir dans l'arène politique. C'est vraiment incongru et c'est incompréhensible pour nous, jeunes de Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, Adiko, puisque vous procédez par élimination, vous écartez le président Ouattara, les anciens présidents Bédié et Gbagbo, il ne reste plus grand-chose. Vous avez parlé tout à l'heure du pouvoir qui doit désigner un candidat autre. Il y a Guillaume Soro, il y a peut-être d'autres jeunes pousses de la classe politique ivoirienne. Vous pourriez appeler à voter qui, finalement? Bon, pour le moment, comme nous disons, il y a plein de candidats. Pour le moment, jusqu'à présent, aucun candidat ne nous a présenté son offre politique. C'est vrai qu'au-delà des personnes, nous regardons les offres politiques qui accompagnent ces personnes-là. Guillaume Soro, il a été le premier à déclarer sa candidature, mais jusqu'à aujourd'hui, à part dénigrer ses adversaires, on ne sait pas ce que Guillaume Soro a proposé aux Ivoiriens. Nous attendons de voir.
ce qu'il a proposé aux Ivoiriens, qu'ils sortent des dénigrements parce que ça ne va rien apporter, ça fait vieux jeu, et qu'ils nous disent concrètement ce qu'il peut faire pour les Ivoiriens. Très bien. On va voir ce que ça va donner. Des interpellations qui s'adressent à Guillaume Soro. Au-delà de la Côte d'Ivoire, monsieur Adiko, il y a la problématique des mandats en Afrique, plus particulièrement de la sous-région. Quelle est la réflexion que votre parti, la coalition que vous dirigez, a faite de ce phénomène, de cette tendance? C'est vraiment malheureux de voir qu'aujourd'hui, au XXe siècle, nous avons des dirigeants qui veulent s'éterniser au pouvoir. Ce système a montré dans certains pays d'Afrique que ça n'a pas fonctionné et il faut changer ça. C'est pour ça que nous, dans la coalition patriotique pour l'émergence, nous nous battons pour qu'il y ait l'alternance à la tête des différents pays en Afrique. Je voudrais saluer le peuple sénégalais qui est un modèle de démocratie, en tout cas pour nous, parce que c'est vrai, à chaque fois qu'il y a des élections, en tout cas, au final, le peuple sénégalais s'est bien comporté. Je voudrais le saluer pour cela. Mais ceci dit, vraiment, nous sommes en Côte d'Ivoire et nous nous battons pour que nous soyons un modèle pour les autres pays dans la sous-région. Êtes-vous optimiste pour l'avenir politique immédiat de la Côte d'Ivoire? Je suis optimiste, je ne peux qu'être optimiste. C'est pour ça que nous nous battons pour que vraiment, effectivement, les choses changent. Ce n'est pas facile. Mais avec la foi, avec le travail, nous y arriverons. Merci. Johnson Adiko, vous êtes le président de la coalition patriotique pour l'émergence en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté d'être le diplomate de cette semaine de la chaîne ITV, la chaîne d'ici. Et d'ailleurs, nous sommes aussi à Abidjan quelque peu grâce à Johnson Adiko qui était en direct avec nous ce soir. Bonsoir chez vous, monsieur Adiko. Et merci aussi à notre confrère Jean-Paul Adonon qui a rendu possible cet entretien. Nous allons poursuivre d'ailleurs ces échanges avec la classe politique ivoirienne, avec le décès de l'ancien ou du premier ministre Amadou Gon Coulibaly, échange aussi avec d'autres pays du continent africain et ailleurs dans le monde. Merci, la suite de la Totale dimanche. Nous allons à Saint-Louis, à présent fortement impacté par la Covid. Les acteurs de la pêche ne savent plus où donner de la tête. Difficulté d'écoulement du poisson, manque d'unités de conservation, surexploitation de la mer, et puis il y a la brèche ouverte de la langue de barbarie. Les ingrédients d'une crise de la pêche sont ainsi réunis. Un sujet de Momar Alisnian à l'Etiam. S'il y a un secteur économique qui agonise dans la capitale du Nord, c'est bien celui de la pêche. La Covid-19 et ses conséquences sont passées par là. L'activité n'est plus comme avant. Certains pêcheurs ont même des problèmes avec leurs employés et dans certains cas, c'est même aller jusqu'à la gendarmerie. Et tout ça, c'est à cause de la Covid-19. Il nous arrive de dépenser 1 million de francs CFA et en retour, on n'a même pas 400 000 francs. Nous souffrons beaucoup de cette situation. Confrontés à des difficultés d'écoulement du poisson, les quelques rares pêcheurs qui vont en mer préfèrent aller débarquer le poisson ailleurs. Aujourd'hui, avec l'approche de la Tabaski, certains sont obligés d'aller débarquer les poissons à Kayar, à Rufisque ou à Yarakh. La demande est plus importante là-bas. Ici, avec les récentes coupures, les usines de glace ne fonctionnent presque plus. Une situation qui s'explique en grande partie par le manque criard d'unités de conservation du poisson. Au moment où nous parlons ici à Saint-Louis, il n'y a plus de poissons. Or que quelques jours auparavant, il y en avait énormément. Et si on avait mis des chambres froides à la disposition des pêcheurs, ça leur permettrait de garder ce poisson et d'éviter les ruptures. Ces pêcheurs fustigent également la surexploitation de la mer par des bateaux étrangers. Nous demandons aux autorités d'arrêter de signer des contrats avec des pêcheurs étrangers.
afin que nos époux puissent travailler. Ils ne doivent même pas penser à signer des contrats avec des bateaux étrangers. Nous, les pêcheurs, qui partons en mer tous les jours, ce que nous voyons comme bateau est inadmissible. S'ils ne veulent pas voir la pêche artisanale mourir de sa belle mort, ils doivent revoir les contrats de pêche. À tout cela s'ajoute la brèche meurtrière qui a causé la mort de plusieurs centaines de pêcheurs. Le nombre de morts causés par la brèche devance de loin celui du coronavirus. La brèche a tué plus de 430 personnes. Nous demandons aux autorités de nous aider sur ça. Pour faire face à toutes ces difficultés, les professionnels de la pêche artisanale espèrent que le gouvernement viendra à leur secours avec le programme de résilience économique et sociale. Tranche de vie, Ndiaga Ndiaye, plus qu'un nom, une marque. Il a rendu célèbres les véhicules de transport en commun que vous connaissez, ou alors c'est plutôt ces voitures qui l'ont rendu célèbre. Décédé à l'âge de 89 ans, vendredi dernier, Ndiaga Ndiaye est devenu un immortel du secteur du transport en commun au Sénégal. Rien pourtant ne prédestinait ce Baol Bontin au modèle de réussite qu'il était devenu. Boudal Ndiaye nous raconte sa vie. Il n'a certes pas réinventé la roue ni développé le premier moteur à explosion, mais il a réussi à apposer son nom en lettres d'or dans les annales du transport sénégalais. Son grand mérite est d'avoir révolutionné le transport dans la capitale sénégalaise et dans une bonne partie des régions de l'intérieur du pays. Mon père, également le père de tous les transporteurs qui sont là et qui a fait beaucoup pour le transport et qui a fait beaucoup pour le monde en son intégralité, et qui est un symbole de transportement que tout le monde connaît, et que c'est un grand perte pour tout le Sénégal. Le Baol Bontin, que rien n'est prédestiné au transport, a ravi la vedette à ses concepteurs du constructeur allemand Mercedes-Benz sur un de leurs propres produits, la 508D. Ce véhicule utilitaire allemand des années 1980 porte depuis près de 30 ans sous nos cieux le nom de Ndiaga Ndiaye. Il a également su former une bonne partie de cette nouvelle génération d'apprentis chauffeurs. Le monde entier a perdu. Nous avons perdu une sommité dans le milieu du transport. Nous avons perdu un homme humble, un homme pieux, un homme très respectueux par ses pairs. Tout ce que nous pouvons lui souhaiter, c'est que Dieu l'accueille dans son paradis céleste. Nous avons perdu une bibliothèque du transport. Nous les jeunes, nous ne pouvons que suivre ses pas dans le milieu du transport. Il a élevé le transport à un niveau où personne ne pouvait rivaliser. C'est vers 1983 que Ndiaga Ndiaye a commencé à transformer la Mercedes-Benz 508D, un véhicule de transport de marchandises à la base, pour en faire une voiture de transport en commun, l'un des moyens de transport en commun les plus populaires au Sénégal. Ça a été un succès éclatant, de sorte que le nom de Ndiaga Ndiaye est indissociablement rattaché à la 508D. Mieux, Ndiaga Ndiaye est devenu plus qu'un simple transporteur. Il est aujourd'hui une marque déposée, un label. En 1976, la première fois que je me suis rentré dans le transport, c'est lui qui était mon patron à Mbaké Baol. Il conduisait un 504. Un 504 Peugeot en essence. Et je faisais le lavage à son arrivée à Mbaké. Son parc était estimé à pas moins de 355 véhicules. Ndiaga Ndiaye, en 1986 déjà, est monopolisé plus de 90% du transport urbain. Son empire était si puissant qu'en 1985, l'État du Sénégal a fait appel à lui pour assurer le service public durant la grève des travailleurs de la défunte Sotrac, ancêtre de l'actuel Dakar Demdik. Avec son décès, le Sénégal perd un de ses grands hommes. Portrait de ce grand monsieur que fut Ndiaga Ndiaye, paix à son âme. Portrait d'un animal, Oryx.
Gazelle aux attaches célestes, un peu de poésie, un peu de Senghor pour introduire l'animal de la semaine. Les gazelles oryx font parler d'elles. La mort de 2 d'entre elles au Sénégal lors de leur transfert met sur la sellette le ministre de l'Environnement, Abdou Karim Sall. C'est quoi une gazelle? Que représente-t-elle dans le monde des animaux? Un animal qui a presque disparu. Kessé Ndour nous fait le portrait de cet être chanté par le poète dans une célèbre métaphore, Femme noire, reportage. Immédiat, nous ne parlons pas des animaux que par accident, nous en parlons toujours. Nous sommes des militants des animaux. C'est beau, hein, cet animal. C'est magnifique. Mais je me pose une question, comment reconnaître le mâle de la femelle? Alors, chez les oryx gazelles, le dimorphisme sexuel, donc la manière dont on différencie les mâles des femelles, c'est un peu différent que dans les autres espèces, que chez les autres espèces. Chez les autres espèces, c'est souvent lié alors soit à la taille, les mâles sont plus gros que les femelles, soit au motif, on le sait, hein, les femelles sont souvent plus jolies, plus esthétiques, plus soignées que les mâles. Et bien, chez l'oryx gazelle, c'est pas le cas. La différence que l'on fait se trouve au niveau des cornes. Celles des mâles sont plus écartées et on dit qu'elles sont sabrées. Autrement dit, elles sont tordues. Alors que celles des femelles sont plus rapprochées et beaucoup plus droites. Et c'est comme ça que principalement on fait la différence, notamment les vétérinaires et ceux qui observent régulièrement ces animaux. Et on dit la gazelle. Exactement, en fait c'est oryx gazelle. Il existe différents types d'oryx. L'oryx gazelle à ne pas confondre avec l'oryx algazelle. Et en fait au départ c'est leur répartition qui fait ces différentes sous-espèces d'oryx. Pourquoi le sort des gazelles scandalise tant avec le ministre Abdou Karim Sall et les oryx? En fait, parce que les oryx, de manière générale, pas seulement les oryx gazelles, auraient disparu il y a plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, si ce n'était grâce aux réserves naturelles. On a réussi à préserver certains oryx dans les réserves en Namibie, dans celle du Kalahari, et aussi en Afrique du Sud, dans une zone qui s'appelle le Petit Carreau ou Petit Carou, et raison pour laquelle aujourd'hui ça fait tant scandale. Ces espèces-là sont protégées également ici au Sénégal, et il est important de le faire remarquer, c'est grâce également au ministère de l'Environnement. Il ne s'agit absolument pas là d'une guerre entre les autorités et les animaux. Le fait est que là, certains animaux ont été blessés, d'autres sont morts. On l'a vu dans le reportage, ces animaux sont d'une résistance relativement rare, mais par contre, effectivement, leurs membres cassent. Et c'est ce qui s'est passé lors de ce trajet entre la réserve de l'État et celle privée de Monsieur le ministre Sall. Oui. Pour ce qui est après du conflit, les autorités trancheront pour savoir si effectivement il avait le droit ou non d'effectuer ce transfert. Ouais. Mais le fait est que effectivement ce transfert n'a pas été fait forcément dans les meilleures conditions. Certains animaux n'ont effectivement pas survécu et c'est dommage. En tout cas, il y a une révolution douce, hein, cet amour que les Sénégalais ont de plus en plus pour les animaux. Grâce à toi, Kessène, grâce à Immédiat aussi. J'espère, en tout cas, si on peut participer. C'est vrai que nos cadreurs, que nos équipes sont très sensibles à ce type de sujet. Et d'ailleurs, je voudrais remercier les téléspectateurs parce qu'après chacune des émissions, je reçois des messages sur les réseaux sociaux pour me parler justement de tel ou tel animal. Les gens me disent qu'ils ont appris des choses dont ils ne se doutaient pas forcément avant. Et c'est vrai que c'est très important d'attirer leur attention sur ces espèces qui, pour certaines, sont protégées, d'autres pas. Mais le fait est qu'elles ont été mises par Dieu sur Terre, tout comme nous. Elles méritent d'être là et on est fait pour vivre en parfaite harmonie, de même qu'avec les plantes. Et c'est peut-être aussi l'émergence de l'écologie en Afrique. C'est vrai que les grands courants écologistes n'existent pas forcément, on n'en entend pas forcément énormément parler, mais c'est bien si chaque citoyen, si ce n'est pas forcément un engagement politique, mais si chaque citoyen se sent responsable de l'environnement qui l'entoure, surtout dans un pays dans lequel de nombreuses populations vivent en milieu rural, et donc avec les ânes, les chevaux, les moutons que nous consommons, mais dont on se sert également au quotidien pour le travail des champs, pour l'écosystème, etc. On laisse le suspense jusqu'à la semaine prochaine pour notre prochain animal. Justement, la semaine prochaine, Scoop, nous avons obtenu l'autorisation du ministère de l'Environnement justement pour aller tourner au Technopole, qui est également une réserve protégée et dans laquelle on trouve des centaines d'espèces d'oiseaux différentes. Par contre, effectivement, je vous laisse le suspense, je laisse le suspense planer pour l'espèce d'oiseaux que nous étudierons la semaine prochaine. Super. Mais direction le Technopole. Waouh.
Oui, super. Merci. Kessène Nour, c'est la fin de cette Total dimanche. Merci à toute l'équipe technique autour de Masmoub, toute la rédaction autour de Omar Khan, chef d'édition. Demain, 18h30, la Total bloc d'info, Khalifa Diakhaté, un peu plus tôt ou beaucoup plus tôt au cri du Cocorico à 6h30. Boubacar Diallo et son équipe dynamique pour la matinale. Toc Toc Sénégal, Toc Toc Afrique. Nous sommes d'ici et d'ailleurs, comme vous le savez déjà. 6h30, ce sera l'heure du passage de relais entre Boubacar Diallo et Aïssata Ndiaye qui va assurer la matinale de la radio Dakar Direct à partir de 5h45. Ici, on se lève très tôt et l'avenir appartient naturellement à ceux qui se lèvent tôt. La suite de nos programmes à 20h30, là, tout de suite maintenant, ou 21h plus précisément. Sophia Ba, idée qui parle aujourd'hui des relations amoureuses chez les jeunes. À 22h, retour de l'équipe sportive de E-Media autour de Malik Tchandoum. Ce sera donc l'heure d'Omnisport. Merci, bonsoir, excellente semaine.